Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Mini, 10h, 11h52 sur ces antennes justement. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour parler de la diaspora parce que nous sommes mercredi. La problématique porte donc sur les rapports entre cette diaspora et l'ordre gouvernant. Le régime en place et la diaspora peuvent-ils travailler ensemble? Peuvent-ils travailler main dans la main pour le bien de la République? Je commence par le révérend docteur Arthur Efala. Pourquoi nous posons ce problème sur la table? Nous avons fait le constat selon lequel ces gens-là se regardent presque en chien de faïence. Vous confirmez notre observation? Je dirais que je confirme, mais il y a plusieurs raisons. Déjà qu'il faut définir quelle diaspora. Parce qu'il y a eu une bonne diaspora et il y a une diaspora qui va dans tous les sens. Peut-être cela également peut amener ceux qui nous gouvernent à être assez réticents. Mais concernant les rapports entre la diaspora et ceux qui nous gouvernent, je ne sais pas pourquoi il y a cette méfiance et cette réticence même. Parce que je crois que en temps normal, cette diaspora devait être très bien accueillie dans ce pays parce qu'en fait, ils apportent des richesses, pour le dire. Mais malheureusement, tu vas voir beaucoup se plaignent. J'ai des amis qui te disent je veux bien investir au Cameroun, mais quand j'arrive avec un projet qui va employer des centaines de Camerounais, des milliers de Camerounais même, c'est-à-dire que tu entres dans un bureau, quelqu'un te demande sans embâche, pour moi, ma part, c'est combien? On en parle tous les mercredis. C'est-à-dire, cette dénonciation revient. C'est-à-dire que c'est une réalité, ce n'est pas que des mots. Donc, moi, je me dis, jusqu'à ce que nous voyons, moi, je vais prendre toujours les exemples dans la Bible. Tous ceux qui, effectivement, dans la parole de Dieu, étaient sortis, parfois même d'Israël, quand ils revenaient, ils étaient accueillis. Je peux citer des exemples. Nous avons même le maître même, qui à un moment, ça n'allait pas en Israël. Il est sorti pour aller en Égypte. Et il a été protégé en Égypte. Et quand il est revenu, nous voyons ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le fait de sortir, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sortent. Peut-être pour eux, ça ne marche pas. Peut-être ils estiment que les conditions de vie ne donnent pas par rapport à ce qu'ils ont comme talent et qu'ils peuvent faire... ce talent peut éclore ou briller ailleurs. Quand ils reviennent avec une plus-value. On doit les recevoir, on doit les accueillir, on doit rendre la démarche administrative devrait être assez souple pour que ces gens viennent réinvestir dans notre pays. Donc moi, je ne sais pas. Peut-être il y a des réalités que nous ignorons, parce que jusqu'ici, on se pose des questions. Pourquoi les rapports entre la diaspora et ceux qui nous gouvernent ne sont pas au beau fixe. Ils se regardent presque en chien de faïence. Donc peut-être un jour, on nous dira exactement, nous saurons la vérité. Mister Diama, nous parlons de notre diaspora ce matin et nous parlons également de notre ordre au gouvernant. Beaucoup pensent que ces deux entités se regarderaient en chien de faïence et beaucoup pensent que si tel est le cas, c'est très dangereux pour le développement de notre pays. Est-il possible que ces deux entités puissent travailler ensemble? Parfait, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Nous sommes tous Camerounais, nous vivons dans cette société et nous savons bien que se référant à la sociologie, à la cosmogonie, à la culture de notre pays, je l'ai dit ici déjà récemment sur votre plateau que je m'érigeais contre certaines pratiques du côté de notre diaspora aux États-Unis et je crois que bien qu'il avait réagi, notre compatriote avait réagi. J'estimais ce jour-là que je préférais qu'on puisse construire des centres culturels camerounais et que les uns et les autres, toutes les cultures du Cameroun
aille s'y mouvoir à l'intérieur pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, chacun de nous sait ce que c'est que le Camerounais. Chacun connaît les antécédents. Et je pense que les réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, connaissent tout ce qui s'est passé ces dernières années du côté de l'Hexagone, de l'Europe ou bien de l'Occident. Et quand vous avez un certain type de comportement, comment voudrez-vous encourager ceux qui sont appelés à vous garantir le laisser-passer ici et l'accueil, alors que déjà de l'autre côté, vous considérez exactement comme des bourreaux? Ça, c'est une problématique majeure. Mais à côté de ça, je vais rapidement me rappeler que la problématique n'existe pas. Et cette problématique existe avant que nous ayons ce genre de réaction. Cela veut dire que c'est presque anthropologique. Depuis les indépendances, nous voyons quand même que dans ce pays, il y a des gens qui nous gouvernent, qui ont quand même une double nationalité. Nous les voyons aller voter. Pour ne pas citer la France, lorsque la France a des élections, nous les voyons bien aller voter. Nous les voyons bien aller fêter, parce que moi, personnellement, je suis régulièrement invité quand même le 14 juin. Je les vois bien s'y mouvoir. Ils sont aussi français. Mais au nom de quoi d'autres ne peuvent pas être en même temps camerounais et être suisses, français, allemands, américains, ainsi de suite. Mais le constat en tant que journaliste, quand j'ai essayé de pousser mes recherches plus loin, je me suis rendu compte que le règlement de cette affaire n'est pas un règlement collectif. C'est un règlement individuel. C'est-à-dire qu'on regarde la tête de M. Tedom, on dit que Tedom c'est un citoyen normal, c'est un Camerounais normal qui est parti à l'étranger et qui est revenu maintenant ici, qui a une attitude normale. On lui permet d'entrer et de faire ce qu'il fait et il n'a pas de problème. Par contre, on va voir la tête de Parfa ici. On dit ça c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui va nous poser des problèmes. Mais on dit non. Quel exemple? On ne peut pas accepter ça. Et je pense que notre diaspora doit davantage se réformer. Il y a déjà la diaspora, parce que quand on parle beaucoup de diaspora, on pense beaucoup plus à celle qui est en Occident. Je dis non. Et pourquoi est-ce que la diaspora qui est en Afrique n'a pas de problème? Donc les Camerounais du Tchad, c'est la diaspora. C'est la diaspora. La Guinée équatoriale. C'est la diaspora. Le Gabon. Pourquoi est-ce que nous ne la prenons pas aussi au sérieux? Pourquoi elle n'a pas autant de problèmes que celle qui est en Occident? Parce que la diaspora qui est stigmatisée, je prends le cas d'un frère qui passe son temps à insulter le président, à insulter le Cameroun. Mais vous pensez que même quand le président, là, il est humain. Quand il veut même, par exemple, dire que je vais faire quelque chose pour cet artiste-là, pour ne pas le citer. Mais vous pensez qu'en tant qu'humain, il peut le faire? Je dis non. Chacun de nous devrait se mettre à la place quand même de l'autorité. Vous n'allez pas insulter une femme et dire que vous êtes amoureux d'elle. Ça, c'est la moindre des choses, ça ne passera pas. Vous ne pouvez pas courir derrière un chien en tenant un bâton et jeter un os par terre et avec la viande, penser que le chien va venir prendre cette viande alors qu'au même moment vous soulevez le bâton. Ça ne marche pas. Je dis qu'il y a affaire de part et d'autre. Les responsabilités sont partagées. En même temps, pour prendre l'aspect que vous évoquez, c'est-à-dire que s'il y a un soi-disant artiste qui passe le temps à insulter certaines autorités de la République, y compris également ces gens qui ne sont même pas des autorités de la République. Est-ce que pour lui seulement, on devrait donc condamner toute la diaspora? Est-ce que toute la diaspora devrait payer les pots cassés? Pourquoi ne pas résoudre de manière, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, de manière collective? De manière collective, il faut pas se tromper. Oui. Il y a l'aspect politique. Cette diaspora constitue une force de changement indéniable. Et vous n'allez pas demander à ceux qui veulent privilégier leur posture de faire venir ceux qui ont la capacité de les déstabiliser. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Je vous ai dit qu'il ne faut pas faire la langue de bois. La vérité est là. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à certaines situations. Cette diaspora est une force de déstabilisation pour le régime. Le mot déstabilisation est utilisé un peu beaucoup plus durement, mais une force de changement pour le régime. Elle est une force intellectuelle, elle est une force financière, et nous savons, et le nombre, il compte. Donc ne faisons pas dans la langue de bois. J'ai dit qu'il faut se réformer, il faut voir les paradigmes autrement et pouvoir changer ce qui a changé pour que nous puissions adhérer. Mais ils sont très nombreux qui reviennent ici et qui font leurs activités sans problème. Mais les autres se sont fait stigmatiser et nous savons tous, entre la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, nous savons bien ce qui se passe là-bas et personne, ça n'échappe à aucun Camerounais.
Ça n'échappe aucun Camerounais, ne faisons pas les naïfs, parfait. Merci, hein. Ne faisons pas les naïfs. J'ai voulu que notre frère de la diaspora écoute d'abord ceux qui sont restés ici au pays pour qu'ils puissent voir ce qu'ils pensent de certains qui sont du côté de la diaspora, maintenant de notre ordre gouvernant. Alors, vous qui vivez justement au niveau des deux aires, qui dérange? La diaspora ou bien c'est le régime en place? Bon, sincèrement, c'est un sujet qui est un peu touchy, hein, parce que clairement, moi, je représente la diaspora. Si je rentre là-bas, j'ai pas envie qu'on m'arrête aussi. Tu vas raconter quoi alors que... Tu allais nous descendre. Voilà, tu vas raconter quoi alors que tous les jours, on est ensemble, etc. Et pareil aussi, je suis ici, bon, on peut aussi me m'arrêter à la sortie que mon ami, toi, tu racontes quoi là-bas, etc. Alors, je suis obligé d'être vraiment très stratège. Donc, vous parlez avec la peur au ventre. Je dois avoir des enfants incroyables. Mais bon, je vais essayer quand même de... Vous êtes un homme libre. Oui, bien sûr, je suis libre de mes actes. Il y a la liberté d'expression au Cameroun. Et même de penser. On est tous libres, hein. C'est pas un problème de liberté, hein. C'est pas là où l'enjeu se joue. Tout le monde est libre. Hein. Bon, je change ma question. Hein. Non, je change ma question. Okay. Je change ma question. Je ne vais pas vous mettre en difficulté. Non, on va répondre quand même. Allez-y donc. Je vais répondre sincèrement, parce qu'il faut quand même être franc. Et bon, j'ai quand même mon avis à ce niveau. Bon, clairement, on va dire que la faute est partagée. Hein. La faute est vraiment partagée. Chacun a ses torts, chacun a ses raisons. Bon, je vais commencer quand même par la diaspora. On ne peut pas, en réalité, moi ça me fait toujours mal, et quand je discute même avec mes collaborateurs, mes collègues là-bas, ça nous fait vraiment mal de ne pas, comment dirais-je, on a ce sentiment de ne pas être vraiment considéré ou accompagné quand on revient en Afrique pour, en général, investir. Et j'ai la chance, moi, à l'occurrence, de faire partie quand même d'un groupe de personnes qui ont quand même les moyens financiers. Parce que il faut le savoir, beaucoup de Camerounais en Europe sont des très gros postes. Beaucoup d'amis docteurs, beaucoup d'amis qui sont financiers, beaucoup d'amis avocats. Donc c'est des gens qui ont énormément de moyens, qui travaillent en Suisse, qui travaillent en France, qui travaillent au Canada. Donc en réalité, la diaspora camerounaise fait même partie des diasporas les plus puissantes en Europe. Faut le dire clairement. La diaspora sénégalaise n'a pas notre niveau, clairement. La diaspora ivoirienne, j'ai même fait des... Nous pensions le contraire. Hein. Non. La diaspora camerounaise fait partie des plus grosses diasporas. Il y a même bon, je vais pas faire la publicité, mais une association de diaspora camerounaise qui est très bien implantée au sein des instances politiques français. Donc là, on a quand même du pouvoir, etc. Mais, en soi, derrière... ça ne se répercute pas, ça ne se visualise pas au Cameroun. Je comparais dernièrement les investissements en provenance de France ou d'Italie et tous ces pays-là au Cameroun, en comparant avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais on est en troisième position. C'est-à-dire que les Sénégalais font partie de ceux qui envoient le plus d'argent dans leur pays et pourtant ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que nous. La Côte d'Ivoire, pareil. Nous, pourquoi on vient quasiment en troisième, quatrième, parce qu'on se dispute la troisième place avec le Mali. Comment ça se passe? Comment ça se fait alors que il y a autant de... je pense qu'on est... on aime autant notre pays que eux. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et puis du coup, tout ça me fait dire que quoi? En réalité, la diaspora, là où elle a quand même tort, c'est que, et ça c'est pas que la diaspora, c'est vraiment même, moi je dirais même que c'est l'Africain en général, là où on a tort, c'est que on aime bien rester dans cette posture, on va dire, confortable de se plaindre. De la plainte. C'est-à-dire qu'on aime bien se plaindre, on aime bien dire qu'il y a ça qui ne va pas, ça c'est ce qui ne va pas, c'est ce qui ne va pas. Et c'est pas que la diaspora camerounaise. Attention, j'ai pas envie d'accuser la diaspora camerounaise. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'Africain en général. Oui. Même les Algériens, tout ça, ils sont toujours en train de se plaindre, etc. Alors qu'en réalité, même les choses qui se font là-bas, si on faisait même la même chose dans leur pays, ils ne se plaindraient pas autant. Mais c'est parce que concrètement, c'est parce que je parle des Algériens, c'est pour des sujets un peu spécifiques. Mais en réalité, on aime bien se plaindre sans réellement vouloir en fait résoudre le problème. Et justement, c'est un peu là où la diaspora pêche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore assez... Il y a des problèmes, on aura toujours des problèmes. À un moment donné, il faut qu'on arrive, on rentre et on fasse les choses quand même. Il faut quand même qu'on rentre. Donc que la diaspora arrête de pleurnicher. Se plaigne un peu moins et essaie un peu plus d'agir. Et qu'elle arrête également de jouer les victimes. Exactement, qu'on arrive. Parce qu'on connaît une récitation, hein. Le problème de double nationalité, la diaspora se plaint. Le problème de facilité, en soi, de la double faciliter. nationalité, c'est un non-débat. Pour moi, en réalité, la double nationalité, vous savez, si vous
avez la nationalité camerounaise. Les Français ne vont jamais aller vous demander est-ce que vous avez la nationalité camerounaise. Donc si vous avez la nationalité camerounaise, vous pourrez avoir la nationalité française. En réalité, c'est un double débat. C'est un débat qui... Non, vous ne comprenez pas. Dans notre contexte, c'est-à-dire, la loi est restée au Cameroun. Non, la loi est restée, je suis d'accord. d'accord. La loi qui stipule que quand vous allez à l'étranger... Mais moi, avec mon passeport camerounais, oui. Quand j'arrive au Cameroun, oui. Mais on ne me demande jamais est-ce que tu es français, est-ce que tu es italien, etc. On ne me dérange pas. Je suis camerounais et on ne va pas me demander si je suis d'autres pays. De toute façon, je ne suis pas français ni autre chose, je suis camerounais de base. Mais on me demande même pas. La loi ne vous frappe pas, vous n'êtes pas concerné. Et même si la loi est appliquée en soi, même si la loi est là, elle n'est pas forcément appliquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est appliquée quand il y a un problème. Donc si vraiment vous avez volé quelque chose, vous êtes dans un problème de voilà, on va vous dire ok voilà, il faut vraiment dire. Mais en réalité, pour moi, c'est pas un problème qui touche c'est pas un problème qui intéresse la diaspora. En réalité, dans la majorité des cas, les diasporains s'en foutent de ce problème de double nationalité. Le vrai problème de la diaspora, c'est là, on va du coup rentrer dans la responsabilité du Cameroun. Le vrai problème de la diaspora, c'est-à-dire que les gens de la diaspora, ce pourquoi ils se plaignent vraiment, c'est des questions d'accompagnement et de procédure, en réalité, pour les gens vraiment qui veulent changer les choses. C'est-à-dire que, moi je prends mon exemple personnel, quand je suis revenu il y a de cela 5 ans, parce que du coup c'est depuis 5 ans que je fais des allers-retours, j'ai vraiment eu énormément de difficultés. J'ai entrepris dans le domaine de la construction, j'ai donc eu à acheter des utilitaires, des camions, des engins qui sont arrivés effectivement au port de Douala, parce que ça ne pouvait pas arriver à Kribi, parce que Kribi ne fait encore que des conteneurs. Et quand c'est arrivé, j'avais déjà fait 2 ou 3 voyages en amont pour essayer de voir avec les douanes, les transitaires, estimer tout ce qu'il faut. Vraiment, j'ai fait les choses de façon carrée, ça m'a pris 6 mois. Et finalement, quand j'arrive sur place, avec tous les documents, tout payé sur place, on me dit que non, finalement, ce que tu as fait là, c'est pas comme ça. C'est 50% de plus en termes de frais de douane. Et ils ont toujours raison. Hein. C'est-à-dire que bon, je ne vais pas accuser, mais ils ont raison. Il n'y a pas de moyen de contestation sur des faits qui sont écrits. Hein. Donc nous, comment on fait à ce niveau-là? C'est-à-dire que la loi, comme vous le disiez, nous donne raison. Mais eux nous donnent tort. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, ce qui s'est passé à ce moment, c'est que j'avais 2 solutions. Soit effectivement je perdais du temps à contester, à essayer d'avoir des recours qui peuvent m'aider, mais ça va me prendre peut-être 1 ou 2 mois. Et entre-temps, j'ai les frais qu'on appelle des frais de stationnement, qui sont en moyenne pour mes véhicules, étaient en moyenne de 125 000, 200 000. Et tous les jours, au bout de 7 jours, ça passait à 500 000 par véhicule. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que je m'entende avec eux. Il fallait que j'arrive à trouver une solution avec eux. Je n'ai aucun moyen de recours, je n'ai aucune solution. Personne ne peut m'aider. Donc c'est un peu ça. Et justement, concrètement, pour revenir un petit peu à... Voilà la vraie dénonciation. Oui, pour revenir à la question. Les procédures. La question, c'est vraiment un problème de confiance. Nous, les gens de la diaspora, on n'a pas un problème d'amour. En réalité, on aime vraiment notre pays. C'est pour ça qu'on vient. Le Cameroun n'est pas le meilleur pays dans lequel investir. Hein. Il y a le Rwanda, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a bientôt même le Bénin. C'est des pays qui ont des gouvernements qui sont très, très ouverts au business. Mais nous, en fait, par rapport au fait qu'on aime notre pays, on est vraiment, voilà, on a tous nos parents, notre famille. On veut, comme les Camerounais locaux, on veut voir notre pays développer. Mais bien sûr, on vient, on investit sur place. Et puis bon, maintenant, pour finir aussi quand même, c'est que la question de mentalité, ok? La diaspora aussi doit apprendre à comprendre que quand ils décident d'investir et ils décident de rentrer en Afrique, ils doivent s'adapter aux mentalités locales. Hein? S'ils veulent rentrer avec la mentalité, ou si on veut rentrer avec notre mentalité française au Cameroun et vouloir faire les choses comme si on était en France, ça ne va pas marcher. Et c'est ça qu'on doit commencer à comprendre. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez accepter et d'autres que vous ne pouvez plus accepter. Nous avons parlé tout à l'heure de corruption. Si vous arrivez au Cameroun, je dis bien si, il y a la corruption à chaque bureau, il faut corrompre tel, il faut corrompre... C'est parfait, il y a la corruption partout. Il y a la corruption partout. Vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption existe partout. C'est une question d'adaptation. À un moment donné, quand vous faites des affaires, quand vous avez une vision, vous ne pouvez pas vous limiter à des petites choses. Bien sûr, si le petit policier en route me demande que bon, il te manque telle plaque là, etc., il faut que tu donnes. Mais mon ami, donne, sinon tu vas rester. Tu sais que ton objectif, ce n'est pas de rester là. Tu donnes lui ces 2000, tu pars, c'est simple. Ton objectif, c'est vraiment d'arriver à destination. C'est d'arriver à destination, c'est simple. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas importantes. C'est-à-dire que ça vous perd le temps. Oui, c'est ça. Mais vous êtes un vrai Chinois. Non, c'est pas vous vous adaptez. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, l'objectif est plus grand
L'objectif est plus grand. Donc, on n'a pas... que l'obstacle, etc. Ouais. Donc, mes collègues, collaborateurs, la diaspora, effectivement, ont encore ce problème-là. C'est-à-dire que ils s'attardent à des petites choses, des choses qui n'ont pas d'importance, et ils vont dénoncer, parce qu'ils vont prendre le temps à dénoncer que ça a vraiment m'arrêté, c'est ça. Mais je me suis retrouvé plusieurs fois à dire à mes cousins, parce qu'ils passent du coup par moi pour leur chantier, etc. Étant donné qu'on a une société de construction, pour me dire, en me disant que mais tel magasinier m'avait fait ceci, tel magasinier. J'ai dit, mais est-ce que tu lui as même donné d'abord son argent de taxi pour venir? Non, des petites choses, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait en France, je lui donne son salaire. Mais le salaire de 65 000 que tu lui donnes, tu penses que ça lui suffit pas? Tu penses que ça peut lui suffire par mois, par exemple? Il y a des choses dans lesquelles tu dois fermer les yeux quand même. À partir du moment où les choses se passent bien. Mais ferme, si tu as pris peut-être 10, 15 000, tu totalises, c'est pas grave. Ton projet de construction vaut quoi au final? Donc en fait, c'est ce genre de choses en fait qu'il faut. Les gens de la diaspora ont besoin d'être éduqués et s'adapter aux mentalités quand même locales. Parce que c'est un petit peu ça. À un moment donné, quand on est parti depuis 15, 20 ans, 30 ans, il y a des choses qu'on ne comprend plus. Tout à fait. Voilà, donc. Merci, hein, Bill. Bill est un Camerounais à forte coloration d'adaptation. Il comprend facilement ces choses. Et il ne veut pas perdre le temps. Les enjeux devant sont énormes et plus colossaux. Oui, Jama. Oui, je voulais dire que sur ce que Bill est en train de dire là, il y a un peu du chauvinisme. Il y a l'autoflagellation. Moi, c'est que le constat qui m'a été donné de faire, c'est que je suis parvenu à constater que les nôtres qui s'en vont, lorsqu'ils reviennent ici, ils se prennent pour des entités supérieures. Ouais, c'est vrai aussi. Il n'y a qu'à voir le comportement. C'est un complexe. C'est un complexe. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Directement, l'autre jour, je crois que... Et parfois, il y a blocage. En France, je pense que vous savez qu'à l'aéroport Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, tout était dans le blackout. Rien ne fonctionnait à cause du net. Mais les Français ne criaient pas l'autoflagellation. Oh, la France, c'est la merde. Vraiment, ce pays, c'est n'importe quoi. Mais essayez ça au Cameroun. On va vous dire non, je m'en vais ailleurs, c'est mieux, machin. Mais écoutez, moi j'ai l'habitude de dire aux Camerounais, le Cameroun, si, c'est le plus beau pays que Dieu m'a donné. Hein. Celui qui est mécontent, qu'il aille ailleurs. Hein. Qu'il aille ailleurs. Je ne dis pas que c'est le paradis. Merci. Mais c'est mon paradis à moi. Parce que Dieu a voulu que je naisse ici. Et il n'y a personne qui va me dégonfler dans ce pays. Je vais me battre dans ce pays. D'ailleurs, pour ceux qui savent, moi j'ai refusé de prendre les billets d'avion il y a quelques années pour aller en France. J'ai dit à mon petit frère, je ne pars pas là-bas. Alors si tu veux que j'arrive, tu me dis ce que je viens faire. Et si je dois y arriver, c'est pour faire ces choses, rentrer chez moi. Parce que je pense que le meilleur des mondes possibles, c'est là où on est. Maintenant, il faut bien aller. Quand vous voulez revenir, même lorsque nous faisions le management, les cours du management, le montage de projet, on dit il y a braver les hypothèques. Ça entre dans les hypothèques. Tous les sociétés ont des hypothèques. Nous, on a vu les Américains arriver ici. Comment ils faisaient pour prendre les barrages? Comment les Français et les Allemands font pour prendre les marchés? Il y a toujours... La corruption, elle est même politique. Vous pensez que lorsqu'on met la pression sur un leader politique, si tu t'amuses, machin, on va te... C'est la corruption. Mais elle est dans une autre volet. Lorsque vous allez entrer en profondeur dans tous ces projets, les barrages que nous avons là, parfait, mais si tu entres, tu auras mal à la tête. Les affaires avec EDF et machin et tout ça, ben c'est du pipeau. Le Cameroun saigne, des pays africains saignent. C'est de la corruption, parce qu'on nous dépouille. Vous comprenez un peu, mais les Chinois, ils ont compris le modus operandi. Ils y procèdent autrement, ils ont leur argent liquide, ils te regardent, ils sentent que tu veux cliquer de l'œil, ils te disent il y a ça pour ça, il y a ça pour ça. Et ça passe. Et vous vous entendez facilement. Et vous entendez facilement. J'invite simplement les Camerounais de la diaspora. Mais nous n'allons pas faire la promotion de la corruption. Non, pas du tout. Pas du tout. J'invite les Camerounais de la diaspora à faire taire leur ego parce qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de chauvinisme, beaucoup d'autoflagellation. Beaucoup d'arrogance. Beaucoup d'arrogance. Et même... Oh, parfois, je ne vais pas utiliser cette expression, mais j'ai la nette impression que le rapport avec l'homme blanc a détruit la dignité de l'homme noir. Et c'est ça le vrai problème. Tout est mauvais chez nous, tout est peint en noir chez nous. J'ai dit, apprenons à regarder le verre à moitié plein que de le regarder à moitié vide. Ces réalités, elles sont partout. Les voleurs, ils sont partout. Les criminels, ils sont partout. Très bien. Attendez, même la politique que nous vivons là, qui nous a enseigné cette mauvaise politique, ce sont les blancs. Donc, ces gens-là existent partout. À nous de nous adapter et de nous battre pour pouvoir arriver à nos fins. Bravons ces hypothèques et les choses vont aller pour le meilleur. Ayant toujours l'amour du pays, bravons un certain nombre d'obstacles. Ne pas toujours se dire que ailleurs c'est mieux, le pain de l'exil étant toujours amer.
Je vous passe la parole. Alain Douk, je présume que vous êtes d'accord avec cette manière de voir. Ne pas toujours voir tout en noir dans son propre pays. Oh, je veux saluer l'exercice auquel s'est livré mon compatriote Bill. de la diaspora. Cet exercice équilibriste où il faut confronter tout le monde. Il ne faut pas trahir un camp. Vous vous rappelez, quand on a lancé l'émission, dans un propos liminaire, là, il a dit comment la situation du pays c'est désastreux, la misère, elle est paroxysmique. Maintenant, il tient un autre langage. Moi, il fait attention à tout ce qui se dit. Donc voilà les paradoxes. Et moi, je veux dire un truc tout simple, parfait. C'est vrai, il y a un peu de vrai, certainement, dans le grief, le chapelet de grief qu'on a contre la diaspora. On n'a pas dit que de l'autre côté c'était des saints. N'oubliez pas, c'est des Camerounais qui vont de l'autre côté. Et quand on connaît la mentalité camerounaise, forcément, sur le plan mental, il y a quelques scories que bien qu'ils se retrouvent ailleurs, peut-être ils ont continué à entretenir ou ont porté avec eux les scories mentaux en question de l'autre côté. Mais, toute proportion gardée, les amis. Si vous dites que vous êtes un politique, d'accord, on sait que c'est le domaine du gentleman agreement. Vous devez être appelé à un moment à faire même avec des gens qui ne pensent pas comme vous. La politique, c'est pas la guerre. Alors, si vous ne pensez pas le Cameroun et vous ne le voyez pas grand, vous ne voyez que vous et votre position actuelle, mais il y a un problème. Vous êtes certainement un politicien, mais pas un grand politique. Ça, c'est clair. Et il faut donc être capable de faire donc la différence entre le politicien vulgaire et un grand homme d'État. C'est-à-dire qu'il ne pense pas pour lui, il pense pour la communauté, il pense pour le pays, il se projette. Donc, si vous êtes simplement dans des petites considérations, oh, tel m'a frustré, machin truc, vous voyez le potentiel, vous voyez ce que ces gens peuvent ramener au pays, mais vous restez sur les griefs personnels qui vous créent. Bon, je vais me venger, même si tout le pays perd. Je sais pas, en termes de milliards, combien, en termes d'attardement sur le développement, combien d'années, mais je vais leur régler leur compte. Non, attendez, c'est trop bas, là. Est-ce que vous êtes à votre place? Vous êtes à votre place? Vous êtes un politicien, mais vous n'êtes pas un grand homme d'État. Et vous allez certainement entrer dans la poubelle de l'histoire d'un moment, à un moment ou à un autre. Et c'est ça le distinguo qu'il faut faire. Bien. Maintenant, est-ce que le régime et la diaspora peuvent travailler ensemble? C'est bien, parfait. Le temps est au présent. Moi, je vais interpeller, parce que les gens, je veux comprendre que c'est des prédicateurs. Moi, je vais interpeller les chiffres. Il y a la corruption partout. Mais on peut donner, comment on dit ça, les chiffres. C'est-à-dire qu'on essaie, voilà, de dire, bah, ici c'est trop. On utilise des instruments pour dire qu'ici c'est trop, là-bas, voilà, c'est relativement bas, etc. La preuve, c'est qu'il y a des petits scandales de corruption ailleurs, qui font le tollé, etc. Et puis des gens, eux-mêmes démissionnent, ils n'attendent même pas qu'on leur dise qu'ils soient déboutés, eux-mêmes pas. On sent que culturellement, c'est quelque chose avec laquelle on ne s'accommode pas. Mais si chez nous, il y a des scandales, la provision, c'est comme si rien ne s'était passé, les gars même ne démissionnent pas, ils sont toujours là et on normalise la normale. Non, mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Oui, il y a la corruption partout, mais le problème c'est que chez nous, c'est devenu endémique. Et au point où on l'a normalisé. Ça, c'est un problème. Et si je suis de la diaspora, ne me demandez pas de m'accommoder à ça. Ben non, je vais refuser. Maintenant, les statistiques nous disent quand même que vraiment, si le temps c'est le présent, on est au sortir. Moi, je dis ça, on est au sortir d'un régime. Parce que le régime est à l'image de celui sur qui il a reposé pendant plus de 4 décades. On est au sortir. Donc, la biologie aura raison de ce régime du Magno Judon, je le pense. Alors, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble là dans le présent? Je dis non, on devrait être à l'heure des bilans. On devrait être à l'heure des bilans et dire est-ce qu'ils ont bien pu travailler ensemble et évaluer les résultats de la coopération en question. Les résultats sont mitigés. Dans le pire des cas, c'est pas bon. On est au rouge. Et les statistiques, justement les suffrages exprimés par vous, de l'autre côté, me permettent de dire que non, si le temps c'est le présent, là à l'instant, ben ça peut pas le faire entre les deux parties. Ils ont désavoué le régime. Donc maintenant, s'il faut qu'ils travaillent ensemble, s'il y a perpétuation du régime, pérennisation du régime par
une autre ingénierie qui permette peut-être qu'on ait un autre visage, je sais pas moi quoi. C'est une possibilité à envisager. On espère que ce ne sera pas le cas. Mais si ça venait à se produire, il faut un autre logiciel. Un logiciel qui tient compte de toutes les critiques que nous formulons ici, qui tient compte du chapelet des griefs, des frustrations de la diaspora, qui tient compte de toutes les propositions que nous avons faites dans le cadre de cette journée thématique pour essayer de concilier les deux parties et pour changer la donne et permettre que le pays soit mis sur une autre trajectoire. C'est ça qu'il faudra. Mais est-ce que c'est donc ce qui se fera? Puisque apparemment on a plus de politiciens que de grands hommes d'État dans notre contexte. Les gens qui pensent au prochain mandat et non au Cameroun dans 30 ans. Merci, merci d'établir la différence entre l'homme politique, mais également l'homme d'État. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, nous faisait cette leçon il y a quelques semaines. Il nous a donné la différence. Perfecto, j'ai une petite question. S'il te plaît, parfait. Ne me grondez pas. Mais celui qui gère notre pays ici, il ne fait pas aussi partie de la diaspora, vu que, et je vois les suspensifs. Mais c'est un ancien diasporien. Il n'en fait plus partie. Allons à nouveau plus 49, c'est encore un numéro de l'Allemagne. Bonjour au plateau, ce que raconte notre confrère de la diaspora. Ah, ça a commencé. Me fait vraiment de la peine. Il a bien fait de montrer sa peur dès le début. Si le régime accordait simplement la double nationalité, vous verriez le changement immédiat. Merci, c'est Kenzo de Brême. D'accord, c'est ton frère de la diaspora. Oui, il n'a pas forcément tort. Ça dépend des objectifs d'investissement ou des projets de chacun. Allons au plus 20. Il s'agit d'un message qui nous vient de l'Égypte. Salam le panel. Nous aimons notre pays. Regardez le clash actuel avec le Sénégalais. Même les opposants à Yaoundé sont venus défendre le pays. Le problème est que nous tous, ceux qui sont aux affaires dans notre pays, ont fait leur classe hors du pays. Le désaccord vient du fait qu'ils sont incapables de donner aux populations locales là-bas alors qu'ils ont subi le racisme, l'humiliation. Pourquoi ne pas donner le meilleur aux nôtres? En aucun cas, la diaspora ne peut être une force politique opposée au régime, car nous voulons simplement apporter un plus à nos familles et à nos populations. Au niveau procédural, comment un laissez-passer simple, papier avec armoirie et ton nom dessus à usage unique coûte 80 000. Les pays pauvres, plus que le Cameroun, le donnent gratuitement. C'est le régime qui crée toutes ces situations. Bonne émission. Je suis d'accord avec Bill. Il faut savoir s'adapter. Certains gardes de la diaspora sont très forts lorsqu'il s'agit de venir faire les toqués portes pour séduire plusieurs filles et les abandonner ensuite dans les chambres meublées. Elles apprennent parfois seulement qu'après coup que le gars est déjà reparti. S'ils utilisaient autant d'énergie, d'intelligence et de capacité d'adaptation dans des projets constructifs, ce serait encore mieux. C'est de guerre. Seigneur Dieu. Je me dis que ça doit vraiment être, comme dit Alain Douk, une blessée de guerre. Bonjour Perfecto, je suis choqué. Mon frère de la diaspora fait la promotion de la corruption. Vraiment, il ne faudra pas s'attarder sur la fuite des épreuves qu'on a achetées à 10 000 francs. Super frérot. Chez nous, qui a volé un œuf, volera un bœuf. C'est Mbok qui envoie ces messages. Est-ce que notre frère a vraiment fait la promotion de la corruption? Bon, je savais que les compatriotes ou les frères, je ne sais pas s'il faut les appeler les compatriotes, mais les amis de la diaspora allaient peut-être m'attaquer à ce niveau. Bon, pour revenir au sujet de la double nationalité, c'est clair que nous faisons partie quand même des derniers pays en Afrique qui n'acceptons pas cela. Le Sénégal, j'ai plein d'amis sénégalais, béninois, Ivoiriens, tous, ils ont la double nationalité. Mais nous, quand je leur dis encore que nous, on n'a pas le droit, ils me regardent, mais comme si je venais de la préhistoire, oui. C'est dire c'est pas cohérent. Et c'est vrai que le fait, effectivement, de donner la possibilité à nos confrères d'avoir la double nationalité pourrait permettre, effectivement, on parlait tout à l'heure de confiance, de venir de façon plus confiante, ou en tout cas avec plus de confiance, rentrer chez eux, investir, se mouvoir tranquillement. Donc c'est vrai que ça permet d'aider un peu plus dans ce sens. Donc oui, il a raison totalement, le panéliste qui a effectivement, enfin le téléspectateur qui a parlé de ça. Donc je lui donne totalement raison.
Ensuite, non. Pour revenir à la corruption, je ne fais totalement pas, je n'accepte totalement pas la corruption. Hein. Je ne sais pas ce que je disais. Je faisais un distinguo, c'est-à-dire que à un moment donné, quand vous êtes face à une situation, il faut poser deux questions. Est-ce que vous voulez lutter contre ce problème-là ou est-ce que vous avez un autre combat? C'est un choix. Donc moi, personnellement, je ne parle pas des autres, je parle de moi personnellement. Quand ça arrive et que ce n'est pas à des niveaux énormes, mais je préfère me mettre de côté parce que je sais que l'objectif est plus grand, celui que j'ai est plus grand. Celui que j'ai est de contribuer au développement de mon pays, de contribuer effectivement à mettre à l'abri ma famille et autres, etc. Donc je me dis, sur des points spécifiques qui n'ont pas énormément de valeur, bon, je peux mettre ça de côté, on verra ça plus tard. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne que, voilà, qu'on puisse effectivement accepter cela, parce que bon, malheureusement, ça fait partie... Sauf que payant, vous cautionnez. Le fait de coopérer, c'est une caution. Non, bon, il minimise le coût. Mais je te rappelle, à voix basse, que qui vole un œuf, volera. Bon, vous le refusez de comprendre la phrase. Mais bon, faut quand même finir le discours. Oui, je ne veux pas quand même dire que la diaspora, concrètement, doit accepter tout cela. Pour moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est possible même qu'on ne puisse pas travailler ensemble? Est-ce que c'est possible que la diaspora ne travaille pas de main dans la main avec... c'est la question fondamentale. Est-ce que c'est possible même de ne pas le faire? C'est pas possible de ne pas le faire, parce qu'en réalité, on est tous membres de la diaspora liés. C'est pas possible. J'ai des amis même qui ont fait 20 ans. Ils vont te dire qu'ils ont fait 15 ans, 20 ans à l'extérieur, mais à un moment donné, ils sont quand même rentrés. Pour X ou Y raison, soit parce que tu as un parent qui est à la maison, soit parce que tu as ceci. Toujours. Donc, en réalité, on a besoin simplement de nous mettre en accord, trouver un terrain d'entente, nous réunir, hein, parce que c'est aussi ça le problème. En réalité, je parle d'une anecdote. Il y a une période où on voulait ouvrir une association qui avait pour objectif, c'était à Lyon, qui avait pour objectif d'étudiants, qui avait pour objectif en fait d'accueillir les nouveaux étudiants quand j'étais encore étudiant et les aider dans la procédure d'insertion à Lyon, études, etc. Et on s'est rendu compte parce que du coup on avait reçu un courrier en retour qui nous disait qu'il y avait déjà trop d'associations de ce type à Lyon. Plus de 200 associations de ce type à Lyon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que en réalité même les Camerounais de la diaspora ne sont pas unis. C'est-à-dire que même entre nous, on n'est pas unis. C'est-à-dire il n'y a pas réellement de communauté réelle, ou en tout cas d'association, de communication, qui permet de faire en sorte qu'on puisse avoir des actions unies et beaucoup plus incisives et percutantes. Et je pense que ce problème, peut-être aussi, s'il est résolu, pourrait apporter d'autres solutions. C'est-à-dire que si on se réunissait tous ensemble, on venait voir effectivement les pouvoirs publics, on essaye effectivement de façon conforme. Et ça peut se voir sous l'autre angle, parce que nous l'avons dit ici sur ce plateau, une ingénierie gouvernante qui vise à vous rassembler. Justement, vous aussi. Pour que vous n'évoluiez pas en îlot dispersé. Exactement. Même ici, il faudrait que les pouvoirs publics soient en capacité de pouvoir accepter, parce que comme vous le disiez, on doit faire avec les humeurs de tout le monde. Donc, ils doivent pouvoir être en capacité d'écouter nos requêtes, nos problèmes, et pouvoir effectivement essayer de nous accompagner. Parce que bon, c'est eux qui font la politique. Nous, on est juste là, comme des opérateurs économiques, ou en tout cas. Bonjour, parfait. Il y a ton riche panel. Je ne comprends pas pourquoi vous dénoncez ceux qui ont pillé l'or et faire l'apologie de la corruption sur le plateau. Je suis vraiment dépassé. Jusqu'à vous laisser le monsieur de la diaspora dire que si le petit policier en route vous interpelle, donnez-lui ce qu'il veut, parce que le temps, c'est l'argent. C'est vraiment terrible. Thierry, depuis, est tout dit. Je pense que notre ami Bill de la diaspora a réexpliqué sa pensée. Nous insistons que Bill ne fait pas la promotion de la corruption, mais vous explique simplement par moment les enjeux sur le terrain. Un autre message ce matin, c'est comme que tu dois sauver ta maman à l'hôpital. Bon, il n'est pas prévu que pour entrer en salle d'opération, on donne d'abord 15 000. Mais ta maman est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes les 15 000 ou bien tu laisses mourir ta mère au nom de l'intégrité. Exactement ça. Sinon, c'est de Moi, je donne d'abord 15 000, on sauve d'abord ma mère. Et après, je vais parler. Sinon, c'est de l'hypocrisie, on va faire ici. C'est ça, sinon c'est l'hypocrisie. C'est dangereux. Elle va mourir. On va les deux cas.
Alors, il y a un long message ici, hein. Peut-être le message fait 5 pages. J'espère que je vais avoir des ressources. Alors, bien le bonjour, monsieur. Ici, prière de porter ma requête à monsieur Douk. Merci. Alors, je vais envoyer ça à Douk, hein. Il dit, bonjour, monsieur Douk, c'est comme une lettre. Je viens à vous pour vous supplier de porter notre voix auprès de la structure en charge de l'électricité au Cameroun. J'ai nommé Socadel. Cela fait exactement une semaine, ce jour que nous sommes... Bon, comme tu as beaucoup écrit, je vais donc envoyer cela. Oui, c'est ça. Donc, on va envoyer votre dénonciation à Alain Douk. Bonjour l'Onkouta de la modération, je suis Serge Germain Mabali, promoteur de l'entreprise MGS Group Consulting, spécialisé dans le second œuvre en bâtiment. Je sollicite un partenariat avec l'entreprise AG+, de monsieur Bill Takoding. Merci.